une bonne sœur, c'était une vieille dame un peu aigrie. Et là, je me retrouvais face à des personnes qui étaient rayonnantes, heureuses d'être là où elles étaient, et qui chantaient de tout leur cœur les merveilles du Seigneur, les merveilles de la création, dans un lieu absolument magnifique. L'élan monastique, c'est une histoire de croissance comme celle d'une plante. C'est une histoire d'enracinement, c'est une graine qui est semée quelque part, qui travaille un peu pour avoir des racines, qui repère la présence du soleil, l'eau, et qui, une fois qu'elle a trouvé son équilibre, commence à pousser. Alors il faut faire un peu de travail pour émonder, pour organiser la pousse, mais une fois que l'élan est là et qu'on en prend soin, il y a quelque chose de très beau et d'un peu inattendu qui peut jaillir. Je suis mère Emmanuelle, la mère abbesse de cette communauté, de l'abbaye de Boulor. Je suis rentrée ici en 1994, à l'âge de 22 ans, et je suis abbesse depuis 8 ans. Donc, la vie monastique est présente dans ce lieu depuis le XIIe siècle, avec des interruptions bien sûr, celle de la Révolution française et puis celle un peu plus récente de 1903. Les sœurs sont parties, elles ont été expulsées. Et le monastère est resté vide d'une présence monastique jusqu'en 1949 où plusieurs sœurs sont venues refonder ici une communauté non plus fontevriste mais cistercienne. L'originalité peut-être de notre communauté, c'est de vivre aujourd'hui dans un lieu qui est fontevriste alors que nous sommes maintenant une communauté cistercienne. Ça donne quelque chose, un mariage un peu particulier parce qu'on sait que les cisterciens ont une approche du lieu qui va toucher jusqu'à l'architecture, tous les détails. Et nous vivons du coup du charisme cistercien dans un lieu qui était marqué par une autre approche spirituelle, celle de l'ordre de Fontevraud, même si nous avons en commun la règle de Saint-Benoît. Donc la règle de Saint-Benoît a toujours été vécue ici par une communauté de femmes, mais avec donc un accent un peu particulier et différent entre les fontevristes et les cisterciens. Quand on veut véritablement faire de l'histoire, on va chercher jusqu'au 1er siècle de l'ère chrétienne en Égypte, où des hommes se retirent du monde et vont vivre tout seuls, comme des ermites. D'autres ont compris que vivre seul, c'était quand même pas très très facile, et qu'il valait mieux se mettre en communauté. Et finalement, c'est ce qui va surgir dans ce qui va devenir l'Europe, dans ce qui va devenir l'Italie, au VIe siècle, où effectivement, certains hommes qui vivent seuls se mettent en communauté, notamment Benoît de Nursie, c'est ainsi qu'il s'appelle, va ressentir le besoin d'écrire une règle de vie. On l'a appelée la règle, distribuée en chapitres, et elle s'est disséminée en Europe au point de devenir la grande règle de référence de différentes branches du mouvement monastique. Alors au début, on a appelé ces moines bénédictins, puisque venant de Saint-Benoît, c'était logique de les appeler bénédictins. Ça va fleurir du 6e au 10e, 11e siècle. Les monastères vont se déployer largement, surtout en Europe de l'Ouest, et ils vont devenir très très riches, par dons, par acquisition, au point que certains vont se trouver, même sentir choqués
de voir notamment une abbaye emblématique en Bourgogne, Cluny, qui va finalement représenter une telle magnificence que certains peuvent se demander si la simplicité demandée par le père fondateur Benoît était véritablement respectée. Les pères fondateurs de ce qui va devenir l'ordre cistercien, qui reste attaché à Saint-Benoît, c'est toujours l'arbre de Saint-Benoît, mais c'est une branche corrigée. Il va y avoir là des personnages qui ont une ampleur extraordinaire, Robert de Molesme, puis Étienne Harding, et puis le surgissement parmi les moines de Bernard, qui va devenir Saint Bernard de Clairvaux. Et là, ils vont véritablement revenir à ce qu'ils considèrent être la règle du père fondateur Benoît. Alors ils vont même changer de costume, les moines bénédictins ayant plutôt des robes de bure brunes. Eux vont choisir le blanc un peu cassé. Grâce notamment à l'énergie indomptable de ce personnage hors du commun qui était Bernard de Clairvaux, il va y avoir une multiplication extraordinaire de monastères. Alors nous sommes au tout début du XIIe siècle. Saint Bernard va mourir donc dans les années 1150 et que déjà au moment de sa mort, l'Europe est couverte de monastères. Il y en a quasiment 600 et les monastères vont d'Irlande jusqu'en Turquie, de l'ouest à l'est, ça va du Portugal jusqu'en dans les pays baltes. Le choix qu'on a fait d'une vie humble et agricole, c'est un choix pragmatique qui est lié à l'histoire, mais c'est aussi un lien au Créateur à travers sa création. Et en fait, le travail, il est là comme une sanctification, comme une aide pour nous donner. Saint Benoît, dans la règle, il dit « l'oisiveté est ennemie de l'âme ». C'est sûr que si on reste en tout cas moi, si je reste toute la journée à prier dans l'église, ça va turbiner, ça ne va pas aller. Le pape l'avait souligné dans son discours au Collège des Bernardins en disant « Dans l'élan monastique, il y a le sens du travail, parce que si Dieu est créateur, la création n'est pas achevée et elle demande l'investissement de l'homme pour en tirer tout le fruit. » Donc cet investissement, ça fait vraiment partie aussi de notre démarche de vie monastique, c'est-à-dire que les moines, même s'ils sont contemplatifs, ne passent pas leur journée à prier à l'église, parce que Dieu attend d'eux aussi un investissement par le travail qui fasse progresser la communauté humaine et qui aide la terre à donner tout ce qu'elle a à donner pour le bien de l'homme. Comme communauté cistercienne, on a peut-être un peu changé le caractère d'implantation territoriale qu'avait ce monastère. Du temps où il était fontœuvriste, on avait les murs de la clôture fontœuvriste qui délimitaient bien l'espace de la communauté. Le reste était cultivé par des paysans et par des familles autour. Comme communauté cistercienne, le travail agricole a une place toute particulière parce que les cisterciens ont été attachés à leur recherche de Dieu à travers le travail de la terre. Et Saint Bernard disait volontiers qu'on apprend autant, voire plus, dans les arbres que dans les livres.
La jeune fille qui se pose des questions, on peut dire, vient en retraite à l'abbaye, passe du temps et est accompagnée par une sœur. Puis si son désir semble s'approfondir, s'ancrer, on lui propose de venir faire une retraite en clôture. Donc elle vient passer une semaine, 15 jours, 3 semaines ou plus avec les sœurs, suit notre vie, sauf peut-être le lever à 5 heures. Et ce qui lui permet aussi de voir concrètement si cette vie répond à ce qu'il habite. Puis vient le moment de l'entrée au postulat, qui est un moment très important, même si en soi il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire que pour la jeune fille, elle arrête son travail. Il y a vraiment un avant et un après. Elle rentre au monastère. Il y a aussi une certaine séparation avec sa famille, ses amis, en tout cas un autre mode de relation. Et le postulat dure environ entre 1 et 2 ans. Au bout de ce temps-là, il y a la prise d'habit ou la vêture. Donc la sœur devient novice. À ce moment-là, elle est toute en blanc. La novice est encore libre de partir du jour au lendemain. Et tout ce temps, en fait, jusqu'à pendant 6-7 ans, il y a tout un temps de formation et puis donc toujours de discernement pour voir si la jeune sœur est vraiment à sa place, si cela correspond à l'appel de Dieu, à son désir, et de voir si elle s'épanouit dans cette vie. Le noviciat dure entre un an et demi, à peu près un an et demi. Puis vient la profession temporaire. Donc là, la jeune sœur promet les vœux religieux, donc qui sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et la stabilité. Mais elle le fait pour une durée généralement de 3 ans. Puis elle le renouvelle 1, 2, 3 ans jusqu'à la profession solennelle qui est l'engagement définitif. Et donc là, la sœur a un voile noir. Je m'appelle Sœur Geneviève, je viens des Bouches-du-Rhône, d'un petit village à côté de Tarascon. Et je suis rentrée ici le 2 mars 1949. Il vient d'y avoir 72 ans. Et quand je suis arrivée, je me suis trouvée dans une ruine, puisque le monastère avait été abandonné une 50aine d'années avant. C'était impressionnant, mais quand on est jeune, on trouve ça formidable. C'était la guerre, à la fin de la guerre. On n'avait rien, il n'y avait pas encore de pain. On avait des tickets d'alimentation, donc il fallait produire. C'est ce qu'on a fait tout de suite. On a emprunté aux voisins quelques outils, et peu à peu, on a commencé. On ramassait beaucoup de pissenlits, on ne laissait rien perdre. Tout ce qu'il y avait qui pouvait être comestible, on le mangeait. Et voilà comment nous avons commencé. Elles arrivaient dans un monastère qui avait été inoccupé pendant quand même suffisamment longtemps pour que le jardin soit dans un état catastrophique et qui ait vraiment besoin de donner un bon coup pour pouvoir recommencer à se nourrir simplement de ce jardin. Donc elles ont planté des arbres. Je trouve ça très beau d'ailleurs symboliquement parce qu'en fait ça veut dire qu'on s'installe dans un lieu sur le temps long. C'était un vrai pari quand on voit l'état de l'abbaye à leur arrivée. Mais elles ont planté des arbres en se disant voilà, dans quelques années au moins on aura des fruits, on aura de quoi manger. Elles ont également très vite acheté une première vache, Noirette, de son petit nom, et puis ensuite aussi des poules, des canards, enfin voilà, comme dans toutes les fermes de l'époque, il y avait un peu tous les animaux, et puis voilà, c'est allé jusqu'aux chèvres, jusqu'aux cochons, au fil des années. Il y a des choses qu'on a arrêtées ensuite, puis d'autres qu'on a reprises. Bon. En fait, tout s'est développé, mais un peu de briques et de broc en fonction des besoins, de l'augmentation de la taille de la communauté. On installait un atelier dans une pièce, on commençait dans une cellule, et puis ensuite on créait un petit espace plus adapté. Bon. Parmi nos vœux religieux, on a un engagement à la stabilité qui nous lie à la communauté et qui nous lie du coup au lieu d'implantation. Et donc il y a tout un aspect de la vie monastique qui se déploie sur le lieu sur lequel on est. Donc ça se traduit par l'amour du lieu, le soin qu'on en prend, la transformation. Et ça se traduit aussi par l'amour de la terre sur laquelle on est et le travail pour en tirer la nourriture nécessaire, pour la valoriser. Et ça se traduit aussi par l'amour des habitants
du voisinage, en fait la découverte de la culture et chercher ce qu'on peut apporter à cette terre-là, parce que Dieu ne donne pas l'idée d'implanter un monastère par hasard, c'est aussi pour que ça fasse du bien à un territoire. Au fur et à mesure des années, nous avons tissé des liens avec certaines familles et peu à peu, je pense que nous avons fait partie du village. Et puis, après, il a fallu voter. Alors là, tout de suite, ça change l'atmosphère. Pensez, on avait 5, 6 voix ou 7 voix. Pour eux, c'était très important. Ce qui a changé le plus, je pense que c'était l'église. On a déplacé l'autel, ça a été un très gros travail. Puis on n'avait pas de subvention. D'abord, on a abattu des murs. Ça aussi, ça a été un gros travail. Partout où on creusait, on sortait des grosses pierres en se disant un jour ça servira. Et c'est ce qui est arrivé quand on a voulu construire un nouveau bâtiment, parce que nous ne pouvions pas restaurer suffisamment nos anciennes cellules. C'était trop grand et les matériaux n'existaient pas à l'époque. Donc, on a pensé que le plus simple, c'était de faire un bâtiment avec des petites cellules, comme étaient les cellules des carmélites autrefois. L'église de notre abbaye a été très probablement construite au XIVe siècle, en même temps que l'église du couvent des Jacobins de Toulouse. Ça, c'est un point très très important, parce que l'église des Jacobins est le plan type de toutes les églises gothiques du Toulousain, déjà un édifice complètement construit en briques. À part notre abside qui est alternée en briques et en pierre, tout le reste de l'édifice est complètement construit en briques. Et nous sommes dans une région où la pierre est de très mauvaise qualité. C'est une pierre calcaire qui est gélive, donc qui peut éclater au bout de 40 cycles de gel. Donc il ne s'agit pas trop de construire une église complètement en pierre. La brique était quand même plus résistante. Nous avons aussi l'abside à pans coupés. Vous voyez ces murs à facettes tout autour du chœur. Ça aussi, c'est vraiment une caractéristique du gothique du Toulousain. Les grandes baies vitrées, étroites et longues, et qui laissent le soleil entrer à flot dans l'église et qui donnent justement des églises qui sont lumineuses. Il y a aussi ces voûtes d'ogives qui partent en haut des colonnes en forme de palmier. Ces grosses colonnes imposantes et qui se déploient mais avec une finesse et une harmonie en voûtes d'ogives qui sont vraiment très très fines et relevées très souvent justement de peintures murales pour donner cet aspect de branches de palmier. À l'extérieur de l'église, vous avez les gros contreforts qui sont les pendants de l'arc-boutant du Nord, des cathédrales du Nord et des églises du Nord. Le Sud ne connaissait pas encore les arcs-boutants, donc nous avons ces contreforts assez massifs et qui faisaient bien leur office de retenir ces édifices d'une taille très très imposante. On a la chance de bénéficier d'une acoustique absolument somptueuse et qui est très généreuse. Il y a une réverbération qui n'est pas trop longue, ce qui nous permet quand même, quand nous chantons l'office, de pouvoir bien nous entendre, d'avoir quand même une unité de chant qui est vraiment très confortable pour nous et même très motivante en fait pour notre chant. C'est excessivement gratifiant de chanter dans cette église. Et je suis d'autant plus sûre de vous dire cela que nous accueillons comme tous les ans régulièrement des concerts, des chanteurs et des musiciens qui s'exécutent vraiment dans cette église et qui tous, à l'unanimité, vraiment sont très heureux de l'acoustique qui n'est pas pour eux un combat ni une difficulté. Au contraire, qui les met totalement en valeur. Donc nous, pensez donc, nous en bénéficions vraiment d'une manière vraiment merveilleuse. Et je vous avouerai, pour parler plus de moi-même, je crois que c'est vraiment le chant de l'office dans cette église avec cette acoustique qui a été le déclencheur de ma vocation et du fait que j'ai voulu rentrer à Boulor.
Je me revois arrivant dans la cour de l'hôtellerie, je marchais, j'arrive et j'entendais de loin les chants des sœurs dans l'église. Je m'approchais de plus en plus et mais j'ai été saisie à l'extérieur pourtant par vraiment cette résonance, cette plénitude sonore en fait qui n'était pas enfermée juste dans ce lieu, mais qui le débordait, qui le dépassait et qui m'a appelée presque du fond du village, si je puis dire, pour m'approcher comme ça de plus en plus de cette église et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est absolument bouleversant et merveilleux. Et donc je crois qu'à ce moment-là, l'émotion a été tellement forte que je me suis dit, c'est ici que je rentrerai. Nous avons un office assez traditionnel où on a le souci et le désir de garder notre patrimoine cistercien reçu par nos sœurs anciennes qui nous ont transmis tout ce patrimoine. Cette liturgie, en fait, elle nous transforme, c'est très fort parce qu'on a donc 7 offices par jour, c'est beaucoup, on passe du temps et puis c'est un peu, voilà, comme une eau qui laverait un bassin ou voilà cette eau qui coule et qui transforme beaucoup de choses en nous. Saint Augustin dit que le chant, c'est prier, chanter, c'est prier 2 fois. Le chant, ça prend toute la personne, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Déjà, la liturgie elle-même, en tant que moniale qui suit la règle de Saint Benoît, est pour nous le cœur et le centre de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes au monastère. Nous sommes entrés dans ce monastère pour consacrer notre vie à Dieu et à sa louange. Et une louange que je peux appeler continuelle parce que notre travail même et toutes nos activités de la journée sont encore une louange de Dieu, mais qui s'incarne et qui plonge ses racines dans les temps de prière liturgique qui rythment toute notre journée. La prière liturgique nourrit notre travail, habite notre travail. C'est pour ça que le travail est alterné, enfin la prière liturgique alterne le travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré au monastère pour être des agricultrices, on n'est pas rentré au monastère pour être la meilleure cuisinière des monastères. On est rentré au monastère pour servir le Seigneur d'un cœur sans partage. Et donc, en fait, les offices viennent nous interrompre dans notre travail pour nous ramener à cet essentiel. Nous nous réunissons toutes en communauté, à un même horaire. Nous sommes toutes ensemble à chanter la même liturgie, la même musique, les mêmes textes, ce qui crée en communauté une unité. C'est-à-dire qu'il nous faut chanter ensemble, il nous faut chanter juste ensemble, donc être très attentives les unes aux autres. Et ce chant liturgique du chant grégorien crée aussi une unité en nous-mêmes. Il faut bien penser que le mot moine, monial pour les femmes, vient du terme grec monos, qui veut dire un. Et je pense que c'est très important de souligner que la liturgie, la prière liturgique, quelle qu'elle soit, est un élément fondateur de l'unité d'une communauté qui nous relie avec l'Église universelle et tous nos frères et sœurs répartis à travers le monde.
graduel cistercien, c'est un livre qui réunit toutes les pièces qui sont chantées pendant la messe. Et notre projet de rééditer ce livre, c'est que depuis les années 1960, il n'y a plus du tout de nouvelle édition. La liturgie a évolué, elle a changé dans le monde entier, dans toute l'Église. Et il est très important pour que les nouvelles générations qui viendront après nous puissent avoir la connaissance de ces pièces chantées pendant la messe, il nous faut leur rééditer un nouveau livre bien adapté à la nouvelle génération et de reprendre en fait toutes ces pièces très anciennes qui pour nous cisterciens datent du XIIe siècle, la fondation de notre ordre monastique, de les réunir dans un seul ouvrage qui sera à l'usage de nos monastères qui sont répartis dans le monde entier et pour notre génération ainsi que les générations futures. Éditer ce graduel cistercien, ce nouveau livre, pour nous paraît essentiel et c'est un travail qui nous a pris du temps, qui nous prend encore du temps, mais on y consacre volontiers ce temps et cette énergie parce qu'on pense que là vraiment ça vaut la peine. Et on ne veut pas que ce chant soit perdu en fait dans les abbayes cisterciennes. Si les livres ne sont plus édités, eh bien qui voudra continuer de chanter ce chant ? On va le perdre. Les partitions vont finir par se détruire. Les anciens manuscrits, peut-être qu'on ne saura même plus où ils se trouvent si on n'en parle pas, si on ne fait pas des éditions, si on ne fait pas un colloque pour en parler autour de nous. Enfin, c'est très important. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons bougé, on s'est mis en route, en fait, pour faire ce travail. C'est vrai que l'accent est vraiment mis très en évidence. Oui, c'est ça. Oui. Sont très développés. Et après, pareil, dédier une dixième, on a l'impression d'une roue qui tourne. Oui, effectivement. Bah, regardez, ici c'est très très clair sur le manuscrit d'Aldesbach. On voit bien la notation, vous avez vu, avec tous ces petits signes musicaux là qu'on appelle des torculus. Et on voit bien que tout tourne comme ça sur les lignes jusqu'à arriver aux Alléluia. Et on a une belle ligne musicale, mais qui s'amplifie de plus en plus vers la fin jusqu'à arriver au sommet musical des Alléluia. Je ne me trompe pas, ça doit être... Allez, c'est ça, on arrive là sur le si bémol. Effectivement. Donc, qui est une ornementation du La. On arrive enfin au si bémol parce que avant, elle reste assez grave quand même. Ah oui, c'est ça, effectivement. Alors que les paroles sont significatives quand même. Cantate Domino et benedicite. Et là, on voit bien que ça reste dans les graves, oui, ça remonte un peu là. Et à nouveau, il y a un élan. Et puis là, une espèce de valse. Ah oui, c'est de plus en plus orné. Hein. Bene nunciate de die in diem salutare eius. Alléluia, c'est le sommet. C'est magnifique, là, on le voit très très bien. Et on le voit bien aussi sur les manuscrits, ça ressort. On est toutes concernées par le chant, toutes concernées, on a toutes à cœur de travailler ce chant. Et puis il y a ce qu'on appelle des chantres qui sont nommées, elles sont 5 actuellement. Et il y a une première chantre qui est chargée d'animer plutôt le chœur et d'animer les répétitions de chant, d'accompagner tout le travail du chant pour la communauté. Et puis, il y a un groupe plus restreint qui compose ce que nous appelons la scola et qui chante plus spécifiquement des pièces de la messe. Et puis, toute la communauté reprend. Voilà, il y a une alternance entre des parties chantées uniquement par la scola et puis des parties chantées par toute la communauté. On a aussi des professeurs de chant qui viennent nous aider. Quand on rentre au monastère, on ne sait pas toutes chanter, on n'a pas toutes eu la possibilité d'avoir des cours de chant ou même de la pratique du chant, de vivre la pratique du chant. Donc c'est quelque chose qu'on peut découvrir complètement et il faut s'y mettre. C'est un vrai travail aussi. Et en même temps, voilà, comme on chante beaucoup tous les jours, ça vient peut-être plus facilement, évidemment.
est au-dessus. Je pense qu'on était pas mal. Oui, on était bien. Non, on était bien. En tout cas, moi, j'ai manqué d'air. C'est après, peut-être après Diem, mais bon, en même temps, c'est les quarts de bar. Avant, on n'avait pas tout à fait ça. On a le droit de respirer, du coup, un tout petit peu. Là, je vous ai pas laissé respirer, en tout cas. Non. Non, mais est-ce que, du coup, il faut qu'on s'alterne? Comme c'est des quarts de bar. Oui. Moi, j'ai eu aucun complexe à respirer en plein air. Qu'est-ce qui attire, pourquoi autant de jeunes viennent à Boulor? Alors bon, d'abord, c'est le mystère de Dieu qui appelle. Moi, il me semble que la vie monastique, en fait, est vraiment très actuelle, enfin, peut vraiment répondre à une attente. À Boulor, c'est sûr que la jeunesse attire la jeunesse, et il y a tout un esprit, une dynamique aussi de formation qui peut attirer. Nous recevons aussi beaucoup de jeunes en camp scout ou autre. Le fait d'être dans un lieu qui a une histoire avec des siècles de moniales qui ont vécu avant nous, nous faisons l'expérience combien cela nous modèle et nous permet de recevoir aussi tout ce qui a été vécu par nos anciennes et de réaliser que nous sommes un petit maillon de cette longue chaîne et qu'il y en aura sûrement d'autres après nous. L'architecture même d'un monastère est faite pour nous former, pour nous modeler. Je pense en particulier le cloître qui est très fort et qui est très spécifique quand même au monastère, cet espace à la fois fermé mais ouvert vers le ciel, qui nous conduit aussi à l'unité, qui nous rappelle toute la dimension de communion. Dans la vie monastique telle qu'on la vit à Boulor, il y a quelque chose de très équilibré entre ces temps de prière, de louange, de formation intellectuelle et également la dimension de la vie fraternelle qui est très forte. Cette dimension de vie fraternelle, c'est souvent une chose que les jeunes filles en rentrant perçoivent, mais en sont particulièrement touchées une fois qu'elles vivent la vie du monastère, de pouvoir toucher du doigt ce soutien les unes et les autres tout au long de notre vie. Et là, l'aspect de notre vœu de stabilité qui fait que toute notre vie, nous allons être avec les mêmes sœurs. Alors ça a à la fois ses combats, mais ça a aussi quelque chose d'extrêmement beau et de fort, de se dire que nous sommes toutes ensemble à avancer pour aller toutes ensemble au ciel et conduire avec nous tous les hommes. C'est vrai qu'on a une communauté qui est quand même assez jeune. Je pense que la moyenne d'âge doit être à peu près 42-45 ans, avec des entrées régulièrement. C'est sûr que ça nous garde aussi dans un certain dynamisme et aussi dans une certaine joie qui est le propre de la jeunesse, avec la force aussi de porter des projets assez audacieux comme ceux que nous menons en ce moment avec la construction de notre grange. Tant que le vétérinaire n'est pas arrivé. C'est une très bonne idée. Bon, super, on descend, merci. Pour nous, l'idée, c'était de garder justement toutes ces chaînes de production, comme dit le slogan des circuits courts, de la fourche à la fourchette. Nous, c'est de la graine à l'assiette aussi. Donc, c'est vrai que c'est beau de faire naître les veaux chez nous et puis ensuite de pouvoir consommer le fromage qu'on a fait avec leur lait quelques années plus tard. Ça a vraiment du sens. Et puis, il y avait aussi un intérêt économique, puisqu'en fait, ça nous permet d'avoir des productions diversifiées, donc de pouvoir être le plus possible en vente directe, mais également de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier dans les années difficiles où, justement, comme on le voit cette année, il y a un gros coup de gel, ou comme on peut le voir à d'autres périodes où c'est une filière ou une autre qui est attaquée par une maladie, un problème économique ou je ne sais quoi. En fait, finalement, c'est vrai que ça peut paraître moins rentable, mais c'est pas un colosse au pied d'argile. On est sur quelque chose qui a ses fragilités et ses limites, mais qui par ailleurs a de vraies forces. Et qui, de surcroît, d'un point de vue écologique, a vraiment du sens, puisqu'en fait, chacun de ces pôles de production est en interaction avec les autres. Donc on va avoir le
le lait de nos vaches qui va produire du lactosérum qui va nourrir les cochons. Le jardin, on va pouvoir donner aussi aux cochons les fruits abîmés. Utiliser le lactosérum des vaches pour faire certains traitements sur le potager ou le verger, et ainsi de suite. Et puis bien sûr, le fumier des animaux va servir à nourrir les arbres. Et donc voilà, peu à peu, en fait, on avait pu voir se mettre en place un système très vertueux au sein des différents domaines de notre exploitation agricole. Et donc, on est heureuse de pouvoir continuer ça aujourd'hui. Vous avez levé vous? Vous me sentez? Que vous nous aviez... Et avec mon index, je dirige le triomphe qui rentre dans le vaisseau. Et après, je mets ça. L'idée, c'est d'équilibrer. Là, vous voyez, c'est pas équilibré, ça tire sur le côté. Voilà, je fais ça. Voilà, ma belle. Voilà. Voilà. Ouais. C'est un produit qui aide le sphincter à se refermer. Le sphincter, c'est le petit muscle qui est à l'entrée du crayon là, pour que le lait sorte. Et ça protège le sphincter des infections, si jamais elle se recouche dans la bouse par exemple, ça fait une petite pellicule et ça va le protéger. Et c'est quelque chose qu'on fabrique avec des huiles essentielles. Donc ça stimule les défenses immunitaires de la vache pour qu'elle réagisse si jamais il y a une infection. Allez, Soweto, voilà. Voilà. Attends, tu vas avoir aussi. Alors, on y va. Attends, on va commencer par ceux-là parce qu'ils sont plus lents. Rosanna, laisse là. Voilà. Demain, il y a un technicien spécialisé dans la génétique, oui, qui vient regarder les petites belles qui sont nées. Il était venu voir les grandes génisses au moment où on les a inséminées. Et là, il vient voir ces trois-là et les génisses qui ont maintenant mis bas et qui ont une autre morphologie. Donc il vient regarder les mamelles, etc. Pour voir si elles sont belles. D'accord. Bon, elles sont très belles. Ouais, oui. Soubirous, c'est étonnant parce que c'est quand même la plus jeune et c'est la plus baraque, je trouve. Celle-ci. Ce que nous demandait l'architecte des Bâtiments de France, en fait, c'était vraiment de construire ces bâtiments comme une extension du village, non pas de manière isolée comme on lui avait proposé, mais vraiment dans le prolongement de la route devant l'abbaye pour que ce soit en cohérence avec le site et son agencement tel qu'il s'était formé au fil des siècles.
Alors évidemment, on pouvait être tout à fait d'accord avec le projet d'un point de vue théorique. Autre chose était de pouvoir l'assumer financièrement. Et là, on s'est trouvé face à un enjeu qui était absolument considérable, puisqu'on était passé à un budget qui dépassait complètement nos capacités. Et donc on s'est dit, il va falloir qu'on demande de l'aide, puisqu'il y a toute une part, c'est normal que ce soit à nous de l'assumer financièrement, c'est notre exploitation agricole, comme tout agriculteur. On a fait les démarches pour demander des subventions publiques, et nous avons également un emprunt bancaire important qui nous permet de lancer la machine. En revanche, tous les surcoûts qui étaient liés aux monuments historiques, tous les surcoûts qui étaient liés à la dimension patrimoniale du lieu, j'ai envie de dire, ça n'appartient pas qu'à nous, ça appartient à tous. Et donc là, il nous a semblé très légitime de demander de l'aide à des mécènes, à des personnes qui pouvaient être sensibles à cette dimension, pour pouvoir mener à bien ce projet. On s'est dit, mais il faut absolument que dans notre manière de le présenter, on réfléchisse à ce qui va lui donner le plus de sens pour pouvoir communiquer ça aussi aux personnes de l'extérieur. Et au fil de nos discussions communautaires, nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait vraiment définir ce projet comme une dynamique qui, au XXIe siècle, voudrait prolonger l'initiative de nos pères cisterciens du XIIe siècle de bâtir des granges au service de l'économie de leurs abbayes. C'est comme ça qu'est née cette définition du projet comme étant le projet une grange cistercienne pour le XXIe siècle, ou alors on l'a appelé aussi Grange 21. Et que nous avons réussi à le définir en une phrase. Cette phrase, c'est de dire au XIIe siècle, les granges des abbayes cisterciennes, elles ont permis le développement d'une agriculture de pointe, l'essor du commerce grâce à la vente de produits de qualité et l'enracinement de la culture et de l'évangile en Europe. Eh bien, c'était les trois pôles principaux autour duquel nous voulions bâtir, développer notre projet et développer la communication qui en résultait. Dans la règle de Saint-Benoît, nous faisons vœu de stabilité, c'est-à-dire que la moniale, quand elle arrive à Boulor, elle sait qu'elle rentre dans un lieu dans lequel elle restera toute sa vie. Donc le lieu est très important puisqu'on va passer toute notre vie, un temps long, dans un espace restreint. D'où l'importance du beau dans le lieu, parce que notre mère fondatrice, Mère Pia, disait souvent un cadre de vie harmonieux aide à avoir une vie harmonieuse. Sur la place d'une communauté comme ça, dans l'environnement local qui est le nôtre, dans ce Gers très rural, avec ses collines magnifiques, cette nature. Et puis là, en cette saison du printemps, ça explose dans tous les sens. C'est magnifique, ces couleurs, la douceur du paysage. Et c'est aussi la force aussi de la construction du monastère en hauteur sur le sommet de cette colline de Boulor. Il y a une image qui me fait penser un peu à ce lieu qu'on pourrait penser un peu comme un lieu source, en fait, un monastère. C'est qu'il se passe, il y a une vie très dense, en fait, qui s'y passe.
et puis quelque chose de mystérieux en fait pour les gens qui vivent autour. On ne s'enferme pas, il y en a qui disent c'est la fuite du monde. Non, c'est pas, pour nous, c'est pas ça. C'est vraiment une aide pour accomplir notre vocation. C'est une aide pour nous tourner résolument vers le Seigneur, pour tourner nos cœurs, un cœur sans partage vers le Seigneur, pour nous désencombrer de tout ce qui n'est pas lui. C'est un soutien, c'est une aide, et puis voilà, la clôture, on peut en sortir qu'en s'élevant vers le ciel. Mais encore une fois, nous avons une grande liberté. C'est pas, voilà, nous ne sommes pas en prison, nous sommes des moniales de clôture. Nous l'avons choisi comme un moyen de grandir dans l'amour du Seigneur et comme une aide, surtout une aide si précieuse pour ne vivre que pour lui et par lui. Dans la nature, il y a des espaces très précieux qui s'appellent des écotones, qui sont des espaces de transition entre deux écosystèmes. Donc ça peut être par exemple la lisière d'une forêt, les berges d'un ruisseau, d'un étang. En fait, cette rencontre de deux écosystèmes donne une zone extrêmement riche sur le plan de la nourriture ou de la reproduction ou de la transmission de la vie. Et c'est aussi des zones qui sont très importantes pour le renouvellement de l'air et de l'eau, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau. Et je trouve que le monastère, c'est un peu cette zone-là, en fait, entre ciel et terre, si on peut dire. Un lieu riche où on peut venir puiser et puis repartir, qui est un lieu aussi de nourriture et d'enrichissement en fait pour ceux qui passent et pour ceux qui l'habitent évidemment.